Okay, thank you. Good afternoon, everybody. Merci beaucoup, bon après-midi. University of Manchester, À l'Université de Manchester, j'appartiens en fait à un groupe de recherche extrêmement réduit qui s'appelle le Centre de l'équité pour l'éducation. Et donc, en tant que groupe, ce que nous pensons, c'est que il faut faire, c'est tout à fait distinct de ce que font les autres en matière de travail, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tout à fait étonnants, mais nous sommes quand... Alors, dans la mesure que nous travaillons avec les écoles sur les systèmes de scolarisation et d'enseignement, et non pas sur les écoles, c'est-à-dire que nous essayons de faire de la recherche appliquée, si l'on peut dire. Ce dont je vous parle, c'est certains schémas qui émargent des travaux que nous avons faits depuis plusieurs années, et plus particulièrement en Angleterre. Je souligne bien Angleterre, parce que, comme vous pouvez imaginer, l'Écosse et l'Angleterre, c'est différent, donc le Pays de Galles aussi, l'Irlande aussi, en matière d'éducation, comme dans beaucoup d'autres matières. Donc, je vous parle d'éducation en Angleterre, et nous partageons, bien sûr, beaucoup des éléments qui ont été évoqués ce matin lorsqu'il s'agissait de l'Écosse, de la Suède. Alors, la Suède, une partie des États-Unis, l'Angleterre partagent des choses en matière de politique d'éducation et d'enseignement. En fait, qui est souvent idée et guidée par le marché. Donc, nous avons un système d'enseignement qui intensifie la concurrence, en faisant entrer les écoles dans l'économie, et donc nous disons de façon nous sommes très fiers en Angleterre de dire que les enfants en Angleterre sont ceux qui subissent le plus de tests au monde, n'est-ce pas? Peut-être on va arriver maintenant à les tester avant qu'ils ne naissent, n'est-ce pas? Donc on sera vraiment les meilleurs du monde. Nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Donc la question est ce que l'on peut vraiment avancer en matière d'équité dans un tel environnement? En fait, je vous en ai déjà parlé, la Suède vous en a déjà parlé ce matin. Ce sont des choses, en fait, que l'on voit émerger partout dans le monde. Il y a des idées qui passent d'un pays à l'autre très rapidement. Enfin, vous êtes en France, ou vous êtes en Finlande, ou en Italie, et puis vous dites, bon, ça ne va pas nous arriver à nous. Bon, attendez, parce que ça peut vous arriver. Ce sont des choses qui passent d'un coin à l'autre du monde. C'est même assez corrosif, hein, d'une certaine façon. Donc, nous travaillons avec les écoles et avec les systèmes scolaires dans un environnement qui est très inquiétant en matière d'équité. Alors, je prends le terme équité pour recouvrir le problème de l'inclusion, c'est-à-dire tous les enfants sont dans le système et ils apprennent, et également justice, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chaque enfant a la même opportunité en toute justice d'apprendre. Et je parle d'Angleterre parce que nous sommes dans une société tout à fait injuste. Nous avons des familles extrêmement riches, et puis nous avons, je suis désolée de le dire, des familles extrêmement peu favorisées, même très pauvres. Donc je vous parle d'inclusion, mais je vous parle aussi de justice. Et donc en 2016, c'est une année internationale très importante, puisque vous savez que depuis 1990, la communauté mondiale, en fait, conduite par les Nations Unies, en particulier l'UNESCO, s'est préoccupée de ce qu'est l'éducation pour tous. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas, l'éducation pour tous. Il faut retenir, le noter. Bien sûr, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais beaucoup de déceptions, et le suivi qui en a été fait a bien clairement montré que les enfants, et en particulier les enfants de familles peu favorisées ou défavorisées, sont laissés sur le bord du chemin. Alors le concept qui guide les organisations des Nations Unies depuis jusqu'en 2030, c'est la délégation en fait INCHN, qui est sortie du Forum mondial sur l'éducation de mai 2015. Ce que l'on dit maintenant, c'est que l'éducation pour tous, ça veut dire tous les enfants, ça veut dire chaque enfant compte, n'est-ce pas? Et donc c'est pas de la rhétorique, bien sûr, c'est de la rhétorique, mais enfin c'est quand même très important dans nos travaux en essayant de promouvoir l'idée d'équité, de l'inclusion et de la justice. Il y a évidemment toutes les raisons d'être optimiste en la matière, parce qu'il y a des pays quand même qui ont des résultats excellents. En fait, on a entendu parler d'un pays comme la Finlande ce matin, qui est un exemple absolument extraordinaire et reconnu au plan
international pour avoir des normes d'enseignement extraordinaires au niveau de l'enseignement, des résultats d'enseignement, qu'on regarde le système PISA, ils font des résultats extraordinaires. Et ce qui est intéressant et que j'ai entendu nos collègues ce matin, c'est la façon dont ils si bien réussi, c'est qu'ils se sont focalisés sur tous les enfants, mais plus particulièrement sur ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc, lorsque j'ai présenté ce dossier en Angleterre, j'aurais dit, si on va dans un sens plus équitable, ça va contribuer à l'amélioration d'ensemble du système d'enseignement. Alors, beaucoup de mes collègues n'y croient pas, mais je crois qu'il faut néanmoins qu'on avance cet argument et cet argumentaire de plus en plus. Alors, pour progresser, il faut qu'on soit clair. La clarté est importante. Alors, on en a entendu ce matin comme cet après-midi que le terme éducation inclusive, si on ne fait pas très attention, ça peut créer un sens de compréhension la même pour tous, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il y a quelque temps, j'ai dit que peut-être il faudrait prendre un tournant inclusif et d'inclusion. Alors, j'essaie de penser dans mon pays, le terme éducation inclusive, c'est presque usé, n'est-ce pas? Alors, ma collègue, M. Sleed, a dit que c'est bon, très bien, ça a tellement voyagé partout que ça a le mal de mer ou le mal de l'avion, n'est-ce pas? Donc, mon idée, par contre, de ce tournant de l'inclusion, c'est que c'est pas pour un groupe d'enfants en particulier, il s'agit là de la réforme de l'éducation. Une politique de réforme qui soit radicale, qui porte un défi et qui demande qu'on change à tous les niveaux. L'enseignant dans sa classe, la municipalité, le plan local et bien sûr les décideurs politiques du plan national. Alors, je l'ai dit que l'inclusion est également un processus, c'est pas un état. On n'aura jamais une école inclusive pour tous. Il y aura toujours des enfants nouveaux qui nous poseront de nouveaux défis. Il faut identifier et enlever les obstacles, n'est-ce pas? Supprimer les obstacles. On a parlé d'obstacles physiques ce matin, bien sûr, c'est les plus difficiles à enlever. Mais il y a des obstacles et des barrières intellectuelles, émotionnelles dans notre vie qui sont les plus difficiles. Il faut changer les programmes, il faut changer le mode d'enseignement, il faut changer le relationnel, il faut changer les attentes. Et il faut parler également de la présence des enfants. S'ils ne sont pas là, bon, ils ne peuvent pas être inclus. Mais ça ne suffit pas. Il y a un problème de participation qui se pose, de façon que leur voix soit entendue. Et évidemment, cette vidéo ce matin était extrêmement intéressante. Le meilleur, c'était quand les enfants parlaient. Participation, mais ça, même ça, c'est pas suffisant. L'objectif de l'éducation inclusive, c'est les résultats. Et donc, c'est là, il faut élever les normes pour les enseignants, mais élever les normes pour tous. C'est-à-dire, l'inclusion, c'est pour chaque et tous les enfants. Et je dis chaque et tous les enfants. Je voudrais peut-être là m'arrêter et dire, bon, très bien, ça suffit là. On vit dans une société qui est tout à fait injuste, particulièrement dans mon pays. Donc, on a un devoir moral à nous regarder plus particulièrement les enfants ou les groupes qui sont en risque. Et il faut quand même être très attentif à ça, parce que très franchement, dans mon pays, les enfants qui sont le plus en risque sont très généralement pas les enfants avec des déficiences, parce qu'on les considère très bien. Ce sont les enfants qui sont des petits garçons pauvres, blancs, qui vivent dans des endroits où il y a la pauvreté, du crime, où il y a la désespérance et où personne ne leur donne la parole. Ça, ce sont les groupes à risque. Et ce sont les groupes dans mon pays sur lesquels on devrait focaliser. Alors, dans d'autres pays, ce sont, en Afrique, c'est les filles. Dans d'autres parties du monde, c'est les groupes ethniques, minoritaires. Alors, évidemment, en Angleterre aussi, nous avons des groupes et des enfants de groupes minoritaires, il y a toujours des problèmes. Mais il faut surtout réduire la marginalisation, il faut réduire l'inclusion et il faut traiter des enfants qui ne suivent
pas, donc qui sont en échec scolaire. Alors, évidemment, le problème, c'est les pratiques qu'il faut appliquer dans une situation injuste, dans un système d'enseignement et d'éducation très dividé. Alors, notre recherche avec les écoles, pour essayer de voir comment on peut traiter le problème, suggère qu'il y a 3 éléments. Les facteurs à l'intérieur de l'école, les facteurs entre les écoles et les facteurs au-delà de l'école. Ce sont 3 facteurs, 3 vecteurs qui peuvent créer des obstacles et des barrières. Tous ces trois facteurs ont le potentiel, en fait, d'annuler les ressources que l'on peut mettre pour arriver à ces résultats. Alors, je vais vous faire une illustration de ces 3 facteurs. À l'intérieur de l'école, pour moi, les écoles qui ont vraiment beaucoup avancé, fait des progrès dans la bonne voie, c'est les études où l'étude des pratiques, ça fait partie du travail au quotidien de l'école. Il y a des études et il y a des écoles qui se préoccupent des valeurs et des croyances, et je considère que c'est une attitude d'amélioration de l'école, une attitude constante par l'examen très précis de ce qu'ils font, parce qu'en fait, les écoles en savent plus que ce qu'ils peuvent utiliser. Il y a beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de connaissances qui existent et qu'on n'utilise pas. Et donc, la façon de faire avancer les méthodes et les pratiques, c'est d'utiliser mieux ce qu'on a déjà, n'est-ce pas? Pas regarder l'extérieur, regarder à l'intérieur. Cela demande également une collaboration entre les enseignants. Les écoles qui avancent, ce sont les écoles où les enseignants et le personnel scolaire travaillent ensemble. Il y a un développement aussi d'une langue de pratique, c'est-à-dire de méthode, partager la compétence, partager la connaissance pour en acquérir de nouvelles. Également, se poser des questions, n'est-ce pas? Essayer de voir ce qui se passe réellement, n'est-ce pas? Les professeurs vont regarder ce que font les autres enseignants et les professeurs et les enseignants doivent écouter non seulement les enseignants, mais les enfants, les élèves, apprendre quelle est la vie dans cette école, comment on s'y sent. Et également, regarder de ne pas oublier les possibilités que l'on a pour faire avancer les méthodes. Donc je parle là d'une école qui est entièrement, toujours en train de se réinventer, qui bouge, qui avance tout le temps, n'est-ce pas? Et ça n'arrive pas juste par hasard, n'est-ce pas? Ça demande un certain leadership, ça demande une certaine gestion qui renforce le capital social de la communauté, une capacité d'apprendre les uns des autres, encourager les autres à chacun faire d'une étude personnelle de ce qu'on peut faire, utiliser la différence pas comme un problème mais comme une ressource, un leadership qui permet de traiter et de gérer la turbulence, parce que lorsque je vois les écoles qui vont de l'avant, eh bien ils ont eu des périodes où ils n'étaient pas à l'aise, et donc c'est pourquoi la collaboration est tellement importante. Il faut penser et vous sentir comme partie intégrante de l'environnement qui avance. Donc c'est un processus de mise en question et d'engagement sur certaines valeurs, parce que les valeurs émergent du processus que met en place l'école. Et alors ça c'est juste à l'intérieur de l'école. Maintenant, les écoles, bien évidemment, sont influencées par ce qui se passe dans les autres écoles de la même collectivité, particulièrement dans un environnement concurrentiel. Voilà, là c'est une école secondaire à Manchester. Alors, ça, c'est vraiment une des communautés les plus pauvres du pays. C'est horrible, n'est-ce pas? Le bâtiment, c'est horrible. Le comportement est faible, est mauvais. Les résultats sont mauvais. L'école n'a pas suffisamment d'enfants parce qu'évidemment, les parents n'envoient pas leurs enfants dans cette école-là. Et ils ont des enseignants qui sont mal qualifiés parce qu'évidemment, les enseignants ne veulent pas y enseigner. Cette école a tout contre elle. De l'autre côté de la ville, il y a une autre école d'État pour filles. Une école de filles et les filles doivent passer un examen pour entrer dans l'école. Donc évidemment, c'est un quartier résidentiel très cher parce que les familles comme vous et moi, en fait, déménagent dans ce quartier pour que les filles puissent rentrer à l'école. Les filles ont de bons résultats, les enseignants sont excellents, etc., etc. Ce sont 2 écoles dans la même ville, dans la 5e économie du monde, n'est-ce pas?
citoyenne est tout simplement épouvantable. Alors, il y a la révolution, sans faire de révolution, il y a quand même des choses qu'on peut faire. On peut faire que les écoles travaillent ensemble. Et ces deux écoles ont travaillé ensemble, se sont aidées l'une l'autre, et ça a fait une grosse différence. Voilà ce qu'on peut faire pour faire avancer le système. Eh bien, c'est faire que les écoles travaillent ensemble, en regroupement, en partenariat, etc. Et donc, qu'ils partagent la responsabilité pour une amélioration qui soit réciproque et mutuelle, et en particulier au niveau du personnel éducatif supérieur. Alors, il faut évidemment qu'il y ait un engagement des différents niveaux d'école, y compris les élèves et les parents. Et puis, il faut de temps en temps quelqu'un de l'extérieur qui soit le chef d'orchestre de tout ça. Bon, j'ai fait que vous donner une toute petite idée de tout cela, mais dans une société très, très divisée en Angleterre, on peut y arriver. Donc, dans d'autres endroits du monde, on peut peut-être y arriver plus facilement, enfin. Et puis, il faut utiliser la différence pour, en fait, mettre en question les attitudes mentales et les concepts. Alors, tout ça, c'est dans la même collectivité, si on peut dire. Voilà, là, à Manchester, vraiment un quartier qui est un quartier affreux. Mais enfin, il y a quand même des ressources là. Moi, j'étais dans une école, dans ce genre de quartier, qui est une école primaire, en fait. C'était un problème. Et donc, les parents se sont, au niveau du transport, regroupés et ont fait donc des bus eux-mêmes. C'est-à-dire que les parents se retrouvent le matin et accompagnent les enfants à l'école pour être sûr que les enfants iront à l'école. Donc, c'est-à-dire que les parents, y compris les grands-parents, des gens comme moi, doivent en fait participer à l'éducation. Et si l'école veut bien nous considérer comme des partenaires dans le processus d'éducation, nous sommes prêts. Mon collègue Tyson, qui travaille en ce moment sur un projet qui est mis au point à la suite de ce qui s'est passé à New York dans la zone des enfants de Harlem. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez donc sur Internet. Ce qui s'est passé, c'est que la collectivité a été encouragée à travailler ensemble avec les écoles pour lever les barrières, pour faire qu'il y ait un engagement de participation. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais enfin, si vous êtes intéressé, regardez ce que fait M. Dyson. Il travaille également en Angleterre, voir s'il peut arriver à regrouper les efforts d'une collectivité entière pour faire tomber les barrières, les obstacles. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus que nous pouvons faire. Alors, il y a un exemple magnifique en Afrique, en Amérique du Sud, il y a très peu de ressources, mais il y a des ressources au niveau de la collectivité. Pour résumer, ce qui pour moi sont les messages clés dans ce programme d'équité, d'inclusion et de justice, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on essaie de faire. Donc la clarté, n'est-ce pas? C'est difficile à y arriver. Il faut mobiliser les ressources humaines à l'intérieur de l'école, entre les écoles et particulièrement dans les collectivités locales. Il faut utiliser des preuves patentes pour stimuler le développement de pratiques et de méthodes qui soient des méthodes d'inclusion. Il faut qu'on mette au point des cultures d'organisation où les différences sont vues, comme je l'ai dit plus tôt, pas comme un problème, par contre comme un stimulant d'opportunités. Il faut que les écoles doivent travailler ensemble, n'est-ce pas, dans une collectivité plus large, et ça n'arrivera pas par hasard du jour au lendemain. Donc il faut des politiques nationales qui créent l'espace, qui créent l'opportunité, le stimulus et le financement, n'est-ce pas, pour que tous puissent. En Angleterre, on se bat pour cela. Bon, on n'y arrive pas pour l'instant, mais il faut se battre pour y arriver. Et pour résumer tout cela, je dirais que nous pouvons avoir des systèmes d'éducation inclusive. En tout cas, nous pouvons avancer dans cette voie vers ce but. Mais ça demande un effort collaboratif, n'est-ce pas? C'est un processus social. Et maintenant, la chose la plus importante, c'est la volonté collective de faire que ça arrive. Merci.